Au sommaire des ateliers d'IFTM, cap sur l'Afrique. Comment le continent a-t-il vécu la pandémie du Covid-19 et réussi à maintenir une activité touristique ? Quels conseils pour s'y rendre aujourd'hui et au-delà, comment anticiper la reprise ? Toutes les réponses sont en compagnie de François-Xavier Iznik et ses invités. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ateliers d'IFTM, une émission hebdomadaire sur le tourisme que vous pouvez retrouver sur la Web TV du site internet de l'IFTM. Si l'Afrique est le continent le moins touché par la pandémie de la Covid-19, elle souffre autant que les autres de la disparition des touristes. Alors, comment ces spécialistes font-ils face et surtout comment envisagent-ils la reprise ? C'est la question que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Cécile Leget. Cécile, bonjour, vous êtes directrice d'African Eagle. African Eagle est un réceptif basé en Afrique de l'Est et en Afrique australe depuis plus de 25 ans. Vous êtes aussi présent depuis peu en Afrique de l'Ouest. À ma gauche, Sandrine de Saint-Sauveur, présidente d'APG. APG représente 22 compagnies aériennes, dont Ethiopian Airlines, d'où votre présence aujourd'hui à nos côtés. À ma gauche encore, Fabrice Bouillot, directeur de production d'Austral Lagon. Austral Lagon est un tour opérateur spécialiste du voyage sur mesure, notamment en Afrique australe. Et puis enfin, Guillaume Lebouteux, directeur commercial de Tanganyika Expéditions. Tanganyika est un réceptif francophone, spécialiste de la Tanzanie, c'est votre territoire, avec une particularité, vous y possédez vos propres hébergements, lodges et campements de safari. Et puis on a le grand plaisir d'accueillir aussi en visioconférence Yared Muguleta. Bonjour Yared, est-ce que vous nous entendez bien ? Bonjour. Bonjour Yared, vous êtes le fondateur de Mon Pays Tour. Mon Pays Tour est le réceptif francophone qui a fait connaître l'Éthiopie. C'est un fidèle du salon IFTM depuis plusieurs années déjà. On est évidemment loin du tourisme animalier de vos confrères ici présents. L'Éthiopie, c'est le berceau de l'humanité, c'est un tourisme culturel avant tout. Mais on ne va pas perdre de temps, on ouvre tout de suite notre première rubrique, la phrase du jour. Elle s'affiche à l'écran, je la lis avec vous. Quand le tourisme mondial repartira enfin, c'est un argument que les Africains pourront mettre en avant. Alors, à quel argument Jean-François Rial fait-il allusion ? Eh bien, le PDG de Voyageurs du Monde veut dire que le continent africain a été relativement épargné par la pandémie. Et quand l'heure de la reprise aura sonné, c'est un argument qui jouera en faveur du continent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Sandrine de Saint-Sauveur ? Oui, tout à fait. Jean-François Rial est un grand professionnel. Il a forcément raison et c'est quelqu'un de tout à fait philosophe et avec une vraie vision. L'Afrique s'en est très bien tirée parce qu'ils ont été très pragmatiques, je crois. Je crois qu'ils n'ont pas été gouvernés par l'image médiatique, mais vraiment par les problèmes de fond. Je trouve que c'est tout à fait remarquable. Nous avons des leçons à prendre de l'Afrique. Et je ne doute pas que mes amis ici présents parleront de leur destination et que la reprise se fera. Les Africains ont besoin de voyager. C'est quelque chose qui est obligatoire. Ils font du business, il y a beaucoup de commerçants, il y a des liens très étroits entre la France et les différents pays africains. Donc c'est une question de survie. Donc ils ont été très pragmatiques. Et encore une fois, nous avons des leçons à apprendre d'eux. Alors les chiffres sont très éloquents. Au 1er janvier dernier, l'Afrique comptait 64 790 décès, soit à peu près autant que la France, finalement, pour 2,7 millions de cas. Alors évidemment, il convient de rester très prudent avec ces chiffres. Certains disent qu'ils sont sous-estimés, certes, mais tout le monde, quand même, semble d'accord pour dire que l'Afrique est la région du monde la moins impactée par la pandémie. Fabrice Bouillot, c'est un argument que vous mettez aujourd'hui en avant auprès de vos rares clients via les agences de voyage et que vous mettrez en valeur à l'avenir ? Alors évidemment, c'est un argument qui compte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit que l'Afrique est un pays, entre guillemets, plus sûr que les autres destinations, ça compte, ça c'est clair. Moi, je pense que l'Afrique est aussi un pays qui est plus épargné pour plusieurs raisons. Déjà, l'espace. C'est vrai que quand on est en Namibie ou au Botswana, où on a 100 000 hectares autour de soi, ça compte. Il y a aussi probablement une population plus jeune, donc ça doit avoir un impact, parce que c'est vrai que nous, on est des populations plus âgées.
Et puis, la dernière argument, je pense, c'est peut-être climatique. Ils sont dans leur été austral. Ça joue peut-être. Alors, dans tout ça, c'est vrai que la Tanzanie a su tirer son épingle du jeu, c'est-à-dire que c'est le pays qui, pour l'instant, explose, voilà, parce qu'il y a des contraintes qui sont assez faibles. Et puis aussi, d'autres pays ont tiré leur épingle du jeu, comme par exemple le Botswana, la Namibie. Et on parlera de l'Afrique du Sud un petit peu plus tard. Moi, je pense que dans tous les cas, il y a quand même des destinations qui sont fermées. Soleil, on va dire, par exemple, les Seychelles, c'est compliqué, Maurice est fermé. Les gens vont vouloir trouver du soleil, trouver des espaces lointains. Et aussi, quand on cherche un voyage haut de gamme, l'Afrique sait répondre à ça. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud, l'Afrique australe et la Tanzanie répondent au voyage haut de gamme. Et les gens sont en quête de voyage et en demande de voyage. Et je pense que quand on est au cœur d'une grande Ngorongoro, on ne se pose pas la question, on est tranquille et on regarde les animaux et c'est ça qui compte. Cécile Leget, vous êtes une spécialiste de l'Afrique australe, je le disais, notamment de l'Afrique du Sud. Je parlais d'un continent relativement épargné, alors sauf l'Afrique du Sud, qui est quand même le pays du continent le plus touché. Et en plus, on a découvert il y a 2 mois un variant du virus en Afrique du Sud, à l'instar du variant anglais. Cela, j'imagine, vous inquiète, Cécile. Ce variant peut-il infester, selon vous, toute la région australe et retarder la reprise ? Je pense que le variant sud-africain, comme le variant anglais, comme le variant brésilien ou comme les variants qui vont arriver dans les jours ou dans les mois à venir, prouve que l'infection est terriblement mondiale. Du coup, le président, avec le président sud-africain, a décidé de resserrer un peu pour éviter une profusion trop importante du virus. Donc, ils ont refermé les écoles en Afrique du Sud, ils ont refermé les magasins qui vendent de l'alcool, et ils ont refermé les frontières terrestres, notamment pour éviter une immigration massive des Zimbabwéens ou des pays limitrophes qui pourraient essayer ou tenter de se réfugier en Afrique du Sud. Après, je pense que l'Afrique du Sud maîtrise totalement quand même la pandémie. Le président a parlé d'un vaccin, donc je pense que très vite la campagne de vaccination va être mise en place en Afrique du Sud. Et je pense que comme pour le monde entier, la seule possibilité de sortir un peu de ça, c'est d'arriver à une vaccination massive sur tous les continents. Oui. Guillaume Lebouteux, vous êtes un réceptif exclusivement basé en Tanzanie. J'ai regardé les chiffres. À ce jour, on comptait seulement 21 décès liés au coronavirus en Tanzanie. C'est le pays d'Afrique le moins touché, je crois, avec l'Érythrée. Est-ce que ça a permis d'avoir un peu d'activité, notamment lors des vacances de fin d'année, Guillaume ? Oui, c'est certain. On a eu cette chance, double chance à la fois d'avoir la Tanzanie qui a rouvert ses portes. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date de l'été. Ils ont été un des premiers à rouvrir et ils ont pu rouvrir la destination dans de très bonnes conditions. Notamment le fameux test PCR, pas obligatoire à l'arrivée. Ça joue beaucoup, ça sécurise les gens. Et c'est pas seulement un effet d'annonce, puisqu'en Tanzanie, en effet, on se rend compte quand on mène un peu une enquête qu'il y a très peu de cas. Très peu de cas déclarés, mais également très peu de cas autour de nous. En faisant une enquête de tous les gens qu'on connaît, ça amène à beaucoup de gens. Et finalement, ce n'est pas pour eux un souci de santé majeur. Fabrice a donné des éléments de réponse, comme la distanciation sociale en Afrique qui est naturelle, comme l'âge médian qui est assez jeune. On peut également ajouter pour la Tanzanie les personnes âgées qui, naturellement, se mettent en retrait lorsqu'ils sont à la retraite. Ils ne sont pas nombreux, mais quand même, ils vont à la campagne et ils s'isolent un peu naturellement. Donc, en effet, ça nous a permis de travailler bien sur la fin d'année, un peu en montagne russe. Octobre a été bon, novembre beaucoup moins, à cause d'un confinement, et décembre un peu mieux. Mais c'est vrai que ça, plus le fait d'avoir la chance d'être en France et d'avoir des clients qui ont pu voyager sur ces dates-là, nous a aidés. Yared Muguleta, comme le reste de l'Afrique, l'Éthiopie a été relativement épargnée par la pandémie, mais un virus non moins insidieux a pris le relais, celui de la division, Yared, puisque depuis 2 mois, il y a de fortes tensions au Tigré. C'est cette région du nord de l'Éthiopie qui a des velléités sécessionnistes. Yared, où en est aujourd'hui la situation ? Avant de parler dans le Tigray, en parlant sur la Covid, oui, l'Éthiopie a été épargnée par le Covid, en raison de la jeunesse moyenne, peut-être de l'altitude aussi des hauts plateaux. Pour nous, le plus grave n'est pas la crise sanitaire, mais les conséquences économiques. Quand on parle de la région Tigray se retrouve dans le nord du pays. Il faut bien rappeler, l'Éthiopie est 2 fois plus en superficie. Depuis le mois de novembre, le gouvernement fédéral éthiopien a mené une opération militaire pour rétablir la loi. L'armée éthiopienne a mené cette opération avec succès aujourd'hui. Un gouvernement régional de transition a été nommé et a commencé à travailler.
la région va être rouverte peut-être au tourisme avec son fameux église de Tigré et le stèle d'Aksum très bientôt, j'espère. En général, je rappelle que les tensions entre Éthiopie n'ont jamais concerné les visiteurs étrangers, qui ont toujours été accueillis avec une grande hospitalité. Bon, écoutez, Yared, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, que les tensions se calment et qu'on retrouve un peu de raison dans ce conflit. Alors, comment s'organisent aujourd'hui les acteurs qui vendent l'Afrique? Comment font-ils face à la situation? On va introduire notre deuxième séquence en chiffres. Alors vous voyez les chiffres apparaître à l'écran. Le tourisme en Afrique, ça représente quand même 70 millions de visiteurs internationaux. C'est près de 25 millions d'employés sur le continent et ça représente 7% du PIB africain. Donc évidemment, le tourisme pèse lourd dans l'économie du continent. Alors, on n'a pas encore les bilans de l'année 2020, mais on sera évidemment sans doute très loin de ces chiffres. L'Organisation mondiale du tourisme a évoqué une destruction minimum de 7 millions d'emplois. IATA a chiffré les pertes du transport aérien africain à près de 9 milliards de dollars. Une compagnie, la première d'Afrique, semble quand même tirer son épingle du jeu. C'est Ethiopian Airlines qui a rapidement transformé certains de ses avions passagers en avions pour le fret et qui a maintenu une partie de ses vols coûte que coûte. Sandrine de Saint-Sauveur, Ethiopian a semble-t-il en tout cas confirmé son leadership en Afrique pendant cette crise. Oui, leadership, Ethiopian n'a jamais arrêté de voler, même sur la France, ce qui est assez exceptionnel. Et je crois que ce qui explique essentiellement le succès d'Ethiopian Airlines, c'est une vraie continuité dans le management. Nous avons depuis bientôt 15 ans une même personne à la tête de la compagnie aérienne, Ato Tewolde Gebremariam, qui est je dirais, qui a la carrure d'un chef d'État, qui est complètement impliqué avec un management qui le suit corps et âme. Ils ont un acharnement, ils n'abandonnent absolument jamais. Donc je crois que ça tient de ça. Et la rapidité, c'est-à-dire très rapidement, ils se sont dit, ça va être la catastrophe si on reste sur du passager. On va se convertir en cargo. En l'espace de quelques semaines seulement, ils ont converti 25 de leurs appareils en cargo et ils ont roulé. Et je peux vous dire que les réunions qu'on avait même en mars, c'était « c'est bon, on prie, maintenant on avance ». Et donc ils ont avancé. Alors, en tout cas, un bel exemple de résilience, Sandrine. Alors évidemment, le tourisme reste totalement tributaire de l'aérien. Depuis Paris, Sandrine, on peut se rendre dans quel pays d'Afrique avec Ethiopian et avec quelle fréquence? Alors, Ethiopian Airlines encore a toujours volé au départ de Paris. On a des vols quotidiens au départ de Paris et 3 par semaine au départ de Marseille. Addis est le hub africain, donc on peut se rendre dans tous les pays africains, sauf quand certains sont fermés. Je crois que N'Djamena, le Tchad, a refermé, donc on est évidemment tributaire s'il y a des fermetures. Mais comme disait Cécile, il peut y avoir des fermetures terrestres, en aucun cas aériennes. Ethiopian Airlines vole partout et n'a jamais cessé de voler, même en Chine. Alors Fabrice Bouillot, on va regarder ensemble la carte mondiale des restrictions que publie en temps réel le site Skyscanner. Elle va s'afficher à l'écran et on va se rendre compte que l'Afrique est le continent dans lequel on peut encore voyager avec des restrictions modérées. C'est le sens de la couleur jaune-orangé que vous voyez à l'écran. Mais évidemment, Fabrice, les difficultés peuvent venir peut-être aujourd'hui plutôt d'Europe où les restrictions semblent, je dis bien semblent parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'en est pas très sûr, mais semble s'accélérer. Alors, c'est sûr que on va attendre un petit peu parce que là, il y a des annonces qui sont faites en ce moment. Moi, je pense qu'il faut rester positif. Pour l'instant, il faut attendre et voir. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le continent africain, au départ, en mars, a fermé comme tous les continents, voilà, avec un confinement assez strict. Et très vite, ils se sont réouverts. Donc, ça a été les premières destinations, notamment la Tanzanie. Donc, on peut dire que c'est quand même assez positif. L'Afrique a ouvert. Quand vous regardez une carte de l'Afrique, les pays qu'on vend en destination touristique, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est, elles sont ouvertes, avec des restrictions plus ou moins fortes. On peut parler de l'Afrique du Sud qui est un peu plus contraignante, mais quand même qui est ouverte où les touristes peuvent aller. Après, très clairement, il y a d'autres destinations qui, comme je le disais tout à l'heure, sont en train de fermer, mais il y a aussi, malheureusement, pour nos amis de la montagne, peut-être un avis négatif sur les ouvertures, et les gens vont vouloir partir à très court terme, février-avril.
Voilà, on ne le souhaite pas pour les gens de la montagne, mais ça peut être quelque chose qui va jouer. Et très sincèrement, je pense que les gens vont vouloir trouver du soleil, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, je reste optimiste. Maintenant, évidemment, si on a des nouvelles plus pessimistes au niveau de l'Europe, on verra. Fabrice, on rappelle une chose, je suis client, je prends évidemment une assurance pour me prémunir d'une éventuelle annulation de vol ou de tout événement, autre événement en tout cas lié au Covid. Alors oui, bien sûr, tous les tours opérateurs ont adapté leur politique, c'est-à-dire qu'on a mis en place des assurances spécifiques Covid qui couvrent en temps de pandémie, avant d'aller à l'aéroport, si vous avez la fièvre, si vous n'avez pas votre test PCR, et sur place pour une prise en charge. J'ajoute aussi que, très clairement, on a nous aussi mis des mesures flexibles pour que les clients, en cas de Covid, puissent annuler et être remboursés sans frais. Donc, on a tout un panel de mesures qui permettent de rassurer le client pour voyager. Voilà, c'est ce qu'on a mis en place. Alors, je voudrais laisser la parole aux trois réceptifs présents sur ce plateau ou en visioconférence. C'est vrai que les agences de voyage et les tours opérateurs français sont dans une situation terrible, mais au moins, je dirais au moins, bénéficient-ils des aides de l'État. Alors, comment ça se passe pour les réceptifs basés sur place et qui, évidemment, sont sans doute moins protégés que leurs homologues français? Cécile Leger, pour African Eagle, comment ça se passe? Nous, on a essayé de prendre, ça a été un grand raz-de-marée quand c'est arrivé, comme pour tout le monde. Donc, on a très vite essayé de mettre en place un plan hors sec pour protéger nos équipes. Donc, il y a plusieurs situations. Au Sénégal, il n'y a eu absolument aucune aide. Mais comme c'est la destination qui est la moins grande pour nous, en fait, on a vraiment réduit les coûts un peu partout. C'est un véritable séisme, par contre, au Sénégal, parce qu'en fait, il y a énormément d'hôtels qui ont fermé. On ne sait pas s'ils vont réouvrir. Pareil au niveau des réceptifs qui ne tiennent pas le coup. Donc, en fait, nous, on continue, mais à vraiment moindre frais. Au niveau du Kenya, on a réduit nos équipes également. On continue à payer un certain nombre de nos employés en salaire minimum, c'est-à-dire qu'on a baissé les salaires. En fait, on a dit aux gens, on vous garde, sauf ceux qui voulaient partir, mais en disant, on baisse les salaires parce qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on attende. Donc la situation est extrêmement compliquée pour nos salariés qui attendent la reprise avec impatience. Au niveau de l'Afrique du Sud, les aides ont été plus importantes au niveau du gouvernement qui a quand même aidé l'industrie du tourisme, même si c'est beaucoup moins qu'en France, mais ça permet quand même de prendre un peu plus le temps. De toute façon, Henri Ménard, depuis le début, au mois de mars, nous a dit que ça ne reprendra jamais avant septembre 2021, ou en tous les cas pas au niveau où ça a été avant. Donc on a mis en place un certain nombre d'actions pour permettre de durer jusqu'à cette reprise-là. Guillaume Lebouteux, on craint beaucoup évidemment pour l'avenir des réceptifs. Est-ce qu'on a raison ou pas de s'inquiéter ? Forcément, comme l'a dit Cécile, certains luttent beaucoup, que ce soit des réceptifs ou des hôteliers ou tous les prestataires de tourisme locaux. Donc c'est clair que malheureusement, cette situation va faire un peu de dégâts, par endroits un peu plus. En ce qui nous concerne, je voulais rebondir un peu sur ce que disait Cécile, on a fait un peu notre chômage partiel à nous. Voilà, c'est vrai qu'en Tanzanie, il n'y a aucune aide de l'État, ça on peut le comprendre. Et donc on a décidé avec nos équipes, en concertation, de créer un salaire minimum, comme Cécile l'a fait de son côté, en gardant tout le monde. Voilà. Et comme ça, en permettant de sauvegarder et de garder un lien social pour ces gens. C'est très important. C'est très dur pour eux. Mais le fait de faire ça les sécurise et ça nous permet, nous, de continuer à assurer notre présence et notre lien social très fort avec la Tanzanie. C'est un vrai engagement que nous avons là-bas, un engagement économique, bien sûr, mais sans le social, l'économique pour nous ne serait rien. Voilà, donc c'est notre position actuellement et on compte bien la tenir encore un petit moment, tant que ça dure. Voilà. Yared Muguleta, on est aidé en France, je le disais. Qu'en est-il en Éthiopie? Est-ce que vous arrivez à résister, Yared? La situation est difficile ici dans notre bureau d'Addis Abeba. Nous n'avons pas reçu de visiteurs depuis presque un an, donc aucun rentrée d'argent, quoi. Nous avons réduit au maximum nos frais fixes ainsi que les salaires. Mais notre équipe de bureau et de terrain essaye de tenir le coup financièrement et garde le sourire et l'espoir d'accueillir des voyageurs courageux. Heureusement, la plupart des voyages n'ont pas été annulés, mais simplement reportés. Donc, nous avons d'ailleurs quelques visiteurs prévus au printemps et encore plus à partir de l'automne prochaine, car l'été correspondant à la saison de pluie en Éthiopie. Je promets et que l'agence sera toujours là pour faire découvrir l'Éthiopie dans les meilleures conditions.
Bon, Yared, en tout cas, voilà, on croise les doigts, comme vous dites, et il faut résister encore plusieurs mois. Alors, on va maintenant essayer de savoir bien à quoi le retour des touristes pourrait ressembler. C'est notre troisième et dernière rubrique. Demain, quelle reprise ? Sandrine de Saint-Sauveur, on a vu pendant les vacances de Noël que Dubaï avait attiré les touristes français grâce à des tarifs défiant toute concurrence. Est-ce que la reprise du transport aérien, notamment vers l'Afrique, se fera grâce au prix ? Alors, le prix est une variable. Elle est une variable à court terme aujourd'hui. Ce n'est pas le prix qui enlève la peur. C'est juste une variable. En revanche, je voudrais juste dire que lorsque, en mars, la pandémie s'est déclarée et que tout le monde a été tanké, le problème des remboursements s'est posé et il n'y avait plus de cash. Pourquoi il n'y avait plus de cash dans les compagnies aériennes ? Parce que personne n'a payé le juste prix. Et ça avantageait tout le monde. Les compagnies aériennes qui recevaient beaucoup d'avions, donc il y avait une surcapacité au niveau du nombre d'avions. Les distributeurs, parce que quand on est payé au service fee, il est plus facile de vendre un tarif le plus bas que d'aller s'acharner à vendre plus haut. Et puis enfin, le consommateur. Moi, quand je vais à Madrid et que je suis contente de payer 150 €, c'est con comme la lune, je paye le fioul jusqu'à Chartres. C'est débile. On est tous complices de ça. L'aérien, ce n'est pas une commodité. On a aussi dans notre structure une petite compagnie APG Airlines. Je peux vous dire que ça coûte une fortune de faire voler un avion. Et qu'un avion parte de façon sécurisée à l'heure tient du miracle. Ce n'est pas une commodité. Alors Fabrice, autre sujet de préoccupation pour la reprise, la future reprise. On entend dire que les réceptifs exigent de plus en plus de prépaiements aux tour opérateurs qui eux-mêmes, on le rappelle, sont payés par l'agence de voyage après le retour des clients. C'est donc un nouveau paramètre dont il va falloir tenir compte lors de la reprise ? Alors, déjà, je voudrais dire qu'au départ, quand on a eu l'arrêt total des destinations, on a travaillé de concert avec les réceptifs pour rapatrier les clients. Moi, je dois vraiment dire qu'on a travaillé ensemble et que ça a été un travail formidable. Alors évidemment, après, on a tous eu nos problématiques de cash. Maintenant, on est en train de travailler avec les réceptifs. Ça se passe bien. Évidemment, comme nous, on paye après les hôteliers ou les groupes hôteliers qui demandent des prépaiements, on négocie pour leur dire que ce n'est pas possible. Maintenant, globalement, je suis assez content du résultat. Et nous, on fait tous les jours un travail pour que les choses se passent bien et qu'on puisse continuer à envoyer des clients. Après, on a au Strallagon un actionnariat solide, des fonds propres solides. Donc voilà, on a fait une année, malgré tout, correcte, à l'équilibre, on va dire, ce qui est un miracle. Mais on travaille avec les réceptifs et ce sont nos partenaires sur place, donc c'est très important. Oui, j'aimerais d'ailleurs les faire réagir, les réceptifs. Cécile Leger, est-ce qu'on peut imaginer que le prépaiement se généralise au moment de la reprise ou pas ? Non, je ne pense pas. D'abord, alors peut-être qu'au moment de la reprise en elle-même, on demandera peut-être aux tour opérateurs de nous aider et d'avoir des facilités de règlement un peu plus courtes pour permettre de pouvoir payer les hôteliers. Après, notre travail en tant que réceptif, ça va devoir de convaincre les hôteliers de nous laisser les mêmes conditions de paiement qu'avant pour qu'on puisse tous reprendre notre activité et peut-être qu'on sera obligé de choisir certains hôteliers plus que d'autres qui accepteront de jouer le jeu. Mais je pense que je discutais avec Aïda, qui est notre directrice en Afrique de l'Ouest, elle disait « Mais Cécile, on va être obligé de trouver des partenariats et de convaincre les hôteliers. On ne va pas pouvoir demander les prépaiements. Par contre, on sera peut-être un peu plus exigeant, ou en tous les cas, on laissera moins passer du temps, parce que souvent, quand vous êtes payé à 30 jours, ça se transforme en 45, puis en 60, parce que voilà, il y a un peu de retard dans la comptabilité. Là, je pense qu'on sera plus exigeant en disant c'est 30 jours. Et puis, de toute façon, il y aura peut-être toujours quand même certains prépaiements à faire sur certaines compagnies, vols intérieurs, sur certaines catégories d'hôtels qui demandent, surtout les plus chics en fait, qui demandent souvent du prépaiement. Donc il faudra qu'on s'adapte, mais il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à trouver avec les tour opérateurs une façon de travailler comme on l'a toujours fait. Guillaume Lebout, une réaction sur ces prépaiements ? Oui, je crois qu'on fait tous partie du même écosystème. Voilà, on est tous dans le Serengeti, si je peux dire comme ça. Alors il y a les carnivores, les herbivores, ceux qui mangent les herbes, ceux qui mangent la viande, mais au final, les uns sans les autres, on n'existe pas. Donc le maître mot là-dedans, c'est la solidarité. Si on n'est pas solidaires les uns des autres, on ne s'en sort pas.
Donc ça veut dire qu'il faut être flexible, comme Fabrice le disait, avec des conditions de paiement, comme Cécile le disait également, en négociant un peu mieux sur place avec des prestataires, mais tout en restant sur des choses, acceptables pour toutes les parties. Voilà. Mais le maître mot, encore une fois, pour nous, c'est la solidarité, et on est tout à fait prêt à entendre les arguments des uns des autres et à faire avancer du mieux possible les choses dans ces moments difficiles. Yared Moguleta, vous êtes réceptif en Éthiopie, je le rappelle. Vous allez, généraliser le prépaiement pour les tours opérateurs au moment de la reprise ? En tant que réceptif Éthiopie, nous ne réclamons aucun compte de voyage longtemps à l'avance. Certains de nos partenaires théo-français ont promis de nous verser un acompte quand même pour tout voyage. Et nous leur disons un grand merci pour ce geste. Nous avons fait un effort aussi avec nos partenaires B2B en décidant de leur facturer après leur voyage pour faciliter au mieux de leur amélioration des conditions de vente en faveur de leurs clients. Et notre banque aussi nous prête un peu de l'argent avec un taux de change moins intérêt. Oui, en tout cas, la solidarité est le maître mot, très clairement, de nos invités pour essayer évidemment que chacun puisse s'en sortir au moment de la reprise. Alors Fabrice Bouillot, on passe à un autre sujet. Je vais dans un hôtel Sofitel à Berlin. Je suis a priori assez rassuré par les protocoles sanitaires qu'aura mis en place l'hôtel, surtout si c'est une grande chaîne, s'il y a des labels. Comment, moi, client, je peux m'assurer qu'il en sera de même dans un hôtel ou un lodge au fin fond du Botswana ou au fin fond du Kenya ? Alors, très clairement, l'Afrique, en tout cas tous les pays qu'on vend, ont mis en place des protocoles très sérieux, et vraiment très sérieux. C'était bien sûr le masque, le gel hydroalcoolique, les distanciations, mais aussi des labellisations. Ils sont en train de mettre en place un certain nombre de labellisations, donc on est vraiment rassuré par ça. Et sur ce point-là, ils ont été très sérieux. Je tiens aussi à dire que tous les voyages qu'on fait, nous, vers ces destinations, on est dans des voyages souvent dans des petites structures. Quand vous êtes au Botswana ou en Tanzanie, ce sont des structures de 10, 20 chambres. On a des hôtels pas plus hauts qu'un cocotier, ça c'est pour le rappel à la Polynésie. On n'est pas dans un tourisme de masse, donc on est quand même dans un environnement très sécurisé. J'aimerais juste dire que, en ce moment, il y a peu de monde. C'est le meilleur moment pour se retrouver au cœur d'un lodge en Afrique du Sud, en Namibie, au Botswana. Et allez-y, quoi. C'est sûr. Guillaume Le Bouteux, dans le monde entier, évidemment, la situation des prestataires du tourisme est vraiment très compliquée, avec de nombreuses pertes d'emplois à la clé, donc des pertes de compétences, d'ailleurs. C'est notamment dramatique dans l'hôtellerie, on l'a vu, on a eu les chiffres récemment. N'y a-t-il pas, là, le risque pour les clients d'avoir, au moment de la reprise, une perte de qualité de service par rapport au monde du tourisme d'avant Covid ? Ça se peut, dans certains cas, ça se peut, c'est clair. Alors moi, je vais parler pour notre petite paroisse. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On a fait l'effort qu'il fallait et on remercie encore une fois les Tanzaniens de nous avoir suivis là-dedans, mais c'est un vrai partenariat qu'on a avec eux et ça nous a permis de garder ces compétences. Parce qu'encore une fois, vous le disiez tout à l'heure, en nous présentant, on est à la fois un réceptif classique, avec sa logistique, ses voitures, son savoir-faire, et également un hôtelier. Et en étant hôtelier, il y a tout un tas de process à mettre en place, il y a des cuisiniers, il y a des serveurs, il y a tout ça. Et donc ces gens-là sont des gens avec du savoir, avec des compétences, avec une expérience, et le fait d'avoir pu négocier cet accord avec eux, et on leur remercie encore une fois, nous permet de garder tout ça. Et on l'a vu encore une fois à Noël, on l'a vu en octobre, quand on a pu retravailler, après un temps d'arrêt. Ils étaient là, ils ont répondu présent et ils ont délivré un excellent service à nos clients qui nous ont remerciés par la suite. Cécile Leget, au moment où les clients reviendront, ne vont-ils pas avoir peur des activités qui nécessitent d'être en groupe, même en petit groupe, être dans le même 4x4 avec des inconnus pour faire un safari ? Est-ce qu'on va aller vers une individualisation de plus en plus grande des prestations touristiques ? Je ne pense pas, parce que je pense qu'à partir du moment où les gens auront déjà envie de monter dans un avion et de repartir, c'est que soit la situation se soit améliorée, soit ils sont pionniers et volontaires parce qu'ils savent que les risques de contamination sont peut-être moins faibles en Afrique qu'à l'heure actuelle dans le métro parisien ou ailleurs. Et donc, en fait, je ne pense pas que ça soit une raison. Alors après, peut-être que, soit financièrement, parce que c'est vrai que le départ regroupé, c'est souvent pour des raisons financières que les gens décident de partir sur un départ regroupé. Donc peut-être que si la situation économique se détériore, les gens qui auront la chance de voyageront plutôt en privatif, mais ça ne sera pas lié au Covid. Je pense qu'à partir du moment où les gens
repartent, ça ne va pas être une fin en soi de devoir voyager en privatif. Après, en plus de ça, les conditions dans toutes les destinations, il faut savoir que l'Afrique a souvent subi il y avait Ebola à un moment donné, donc en fait, ils ont été beaucoup plus forts que nous. Vous rentrez dans un supermarché en Afrique du Sud, ils vous prennent la température. Vous arrivez en transit à l'aéroport de Nairobi, vous ne bougez pas sans avoir pris la température. Donc en fait, les conditions sur place sont vraiment mises en place pour que les gens se sentent en sécurité, qui voyagent seuls ou qui voyagent regroupés. Yared, pour finir, comment voyez-vous la reprise en Éthiopie ? Je veux dire que le secteur de tour opérateur éthiopien s'est uni très tôt contre la crise en publiant un protocole complet pour respecter les nouvelles conditions sanitaires et d'hygiène. Notre activité est réorientée vers le voyage équitable, afin que les populations locales puissent bénéficier encore plus des retombées économiques. Nous pensons aussi que la culture éthiopienne apporte beaucoup de valeurs importantes. Nous sommes solidaires, pleins d'hospitalité et très optimistes. Le berceau de l'humanité se trouve chez nous et les clients pourront ainsi revenir à l'authentique. Bon, on espère en tout cas, Yared, que vous allez retrouver très bientôt des touristes en Éthiopie. J'ai eu la chance d'aller avec vous en Éthiopie. C'est un pays absolument magnifique, donc évidemment, je ne peux qu'inciter nos amis français à s'y rendre. Voilà, on arrive au terme de cet épisode des ateliers d'IFTM. Je vous remercie, nos intervenants qui nous ont fait le plaisir de nous accompagner aujourd'hui. Je remercie également les internautes pour nous avoir suivis encore une fois cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Et pour être prévenu en temps réel de toutes les nouveautés et du programme des ateliers d'IFTM, je vous invite évidemment à vous abonner à nos réseaux sociaux @IFTM ainsi qu'à notre newsletter. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.